Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce 6e cours de l'année sur STRL, le 5e sur STRL de A à Z. Et cette fois-ci, on va parler de 4 sujets assez reliés. Le clock gating, qui est une spécialité hardware qui est fait aussi maintenant sous intrusion dans le logiciel. Le multi-horloge, c'est des choses dont j'ai déjà parlé, mais qu'on va rappeler parce que ça s'inscrit bien dans le contexte de ce cours. L'implémentation et l'optimisation d'STRL. Chose dont je peux parler jusqu'à maintenant, sauf pour l'optimisation. Alors je suis désolé pour la barre en haut là, que me donne ma machine. Je ne sais pas l'enlever, c'est comme ça. Alors l'agenda, donc on va parler d'abord de weak suspend et clock gating. Donc 2 mots anglais, parce que je ne connais pas tellement de traduction française pour faire ça. On utilise toujours les mots anglais, j'y peux rien. Oui, mais on utilise le mot anglais. J'ai jamais vu même l'industrie française utiliser autre chose. Voilà, donc ce qu'on appelle le clock gating ou le vol d'horloge, c'est un moyen majeur de réduire la consommation électrique des circuits en réduisant les basculements de registres qui sont une chose qui consomme beaucoup et qui consomme de façon majeure même. Et c'est aussi un moyen d'optimiser certains circuits d'une manière tout à fait extraordinaire, on va le voir. Et c'est quelque chose qui est relativement d'usage systématique relativement récent. C'est venu beaucoup avec les téléphones dans lesquels les téléphones dans lesquels l'énergie devient absolument cruciale, mais c'est vrai maintenant partout que l'énergie devient cruciale. Alors, qu'est-ce que c'est que le clock gating? Je rappelle que quand on a un registre, donc l'entrée est ici, la sortie ici, à gauche et droite comme d'habitude, l'horloge va commander les changements d'état des registres. Ça, on en a déjà parlé dans les cours précédents, en particulier en 2015. Et on va mettre un interrupteur sur l'horloge, si on veut. Un interrupteur qui est ouvert quand le fil qu'il commande vaut 1, le fil G ici vaut 1, qui va être fermé si G vaut 1 ou ouvert si G vaut 0. Bon, il y a une convention près, on peut le faire dans les deux sens. Et ce que ça fait, c'est que l'horloge ne parvenant pas au registre, le registre garde. Et le registre est un élément stable, une fois qu'il a atteint une des deux positions 0 ou 1, va garder sa valeur. Donc c'est très bien, donc il ne va pas basculer. Alors la sémantique s'écrit très facilement en lustre pour les coups, c'est 0 flash current de x ou ng, et on va voir exactement ce que ça veut dire. Supposons que je rentre une entrée x0, x1, xn, et que G, ce soit une suite de 0 et de 1, donc ça va de gauche à droite, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, ça en général c'est calculé par quelqu'un. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rendre d'abord 0, parce que ça, c'est l'initialisation du registre. Ensuite, on va prendre le 1 dit il faut prendre x0, on le met. Le deuxième 1 dit il faut prendre x1, mais là, il y a un 0, donc on garde x1. Ensuite, on prend x3, donc x2 a disparu dans le trajet. On prend x3, on le garde 2 fois. On prend x6, on le garde 3 fois, x3. x6 2 fois, x8 une fois. Donc, c'est très simple comme comportement, la sémantique est tout à fait bête. Il faut faire attention électriquement, parce qu'il ne faut pas que ce signal G soit tardif, sinon ça peut faire des ennuis, mais bon, ça, c'est la CAO sait s'occuper de ça. Alors, le clock gating, c'est très important de voir ça, ça agit sur les registres uniquement. La logique, elle, peut continuer de travailler tout à fait normalement. Et ça, c'est vraiment important, et c'est très différent de ce qu'il y a en logiciel. On va voir pourquoi. Alors, le clock gating, c'est fait souvent par des mécanismes électriques spéciaux, mais ça peut aussi être fait avec des portes, si on veut. C'est plus cher, on sait mieux le faire avec de l'électrique, mais on peut aussi le faire avec des portes, et ça, c'est très utile en simulation, parce que les portes, c'est standard, ou bien sur les FPGA, les circuits programmables, où les portes, c'est standard aussi. Donc, on voit ici une définition du clock gating, où on a G qui arrive dans un test. Donc, si G est là, alors X traverse. Si G n'est pas là, c'est la valeur ancienne du registre qui traverse. Donc, c'est exactement ce qu'on disait. Il y a une meilleure notation pour ça en utilisant la porte qui s'appelle multiplexeur, que je n'ai pas tellement utilisée parce qu'elle n'était pas pratique dans mes dessins. Donc, le multiplexeur, c'est un if then else. Si G vaut 1, c'est X qui passe. Si G vaut 0, c'est la valeur précédente du registre. Et ce multiplexeur, c'est simplement fait comme ça, ou par d'autres moyens. Ça se fait plus simplement en fait en matériel, mais sémantiquement, c'est la même chose. Bien, donc c'est important que ce soit faisable avec des portes, parce qu'en particulier, pour simuler en logiciel, ça va être assez utile. Alors regardons à quoi, par exemple, comment on peut optimiser des circuits avec le clock gating. Et celui-là, j'aime beaucoup, c'est dû à Jean Vuillemin pour changer. Vous avez, ça va compter. On veut compter des 1 qui passent.
Les 1, pas les 0. On veut compter les 1 qui passent, mais on veut le faire à la vitesse du circuit, donc très vite et sur de très très grandes distances. On veut compter des milliards et des milliards de cycles, par exemple, où il y a des 1. Donc un étage de compteur, c'est un truc tout simple, c'est un additionneur 2 bits. Donc on a x et puis la valeur d'entrée ici qui vient d'un registre, et ça ressort une somme qui est mise dans le registre et une retenue qui est propagée. Donc ça, on envoie un 1, il va dans le registre, un deuxième 1, ça met la retenue, et le registre à 0, puis on continue comme ça. Donc ça, c'est tout à fait évident comme chose, c'est le premier exercice de circuit. Et alors, pour compter, on n'a qu'à empiler des additionneurs comme ça c'est assez simple. Et effectivement, l'avantage de cet additionneur, c'est qu'on voit exactement le nombre. On peut faire des manips très astucieuses, de retiming, de choses comme ça, qui permettent de faire des additionneurs plus efficaces. Ils ont l'inconvénient qu'on ne peut pas lire le nombre directement. Typiquement, ils calculent ce que j'avais appelé la base molle, donc ils calculent deux nombres dont c'est la somme qui fait, etc. Donc voilà un additionneur qui calcule bien, mais cet additionneur est technologiquement absurde. Pourquoi ? Parce que la longueur du chemin critique, c'est-à-dire celui qui détermine la période d'horloge, c'est le nombre de bits du comptage. Et donc ça, c'est complètement irréaliste qu'un additionneur ralentisse l'ensemble du circuit. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, avec du clock gating. Et pourquoi ? Parce que la clé, c'est de regarder dans ce système à quelle vitesse battent les retenues, à quelle fréquence battent les retenues. La première retenue bat un coup sur 2. D'accord ? La deuxième retenue ne bat qu'un coup sur 4. Ça, c'est les nombres, c'est la numérotation binaire qui fait ça. La troisième, un coup sur 8. Après, un coup sur 16, un coup sur 32, etc. Donc, on va profiter de ça. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la deuxième retenue ne bat qu'un coup sur 2. Donc, quelque part, son circuit a besoin d'une horloge seulement 2 fois plus lente. Ça veut dire qu'on va pouvoir couper le circuit en rondelles, une ici, et ici, le deuxième, on sait que sa retenue va arriver à une fréquence maximale 1 sur 2. Ça veut dire qu'on a le temps, pendant ce trou entre deux arrivées, on a le temps de calculer 2 étages du circuit. Okay ? Donc, si on calcule 2 étages du circuit, c'est parfait. Mais alors, comment on va faire ça ? On va mettre un 1 déjà tout de suite, là. Ça veut dire que ce circuit va, même sans attendre x, va précalculer son résultat. Il va précalculer son résultat, mais on ne va pas le stocker dans les registres. Quand est-ce qu'on le stockera dans les registres ? Quand la retenue du premier étage arrivera. D'accord ? Donc le résultat est calculé d'avance. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on va ajouter 1 de toute façon, donc ce n'est pas un problème. Donc on calcule ce résultat d'avance, on le stocke dans les registres. Là, on est arrivé à la troisième retenue. Ça fait un coup sur 8. Mais un coup sur 8, ça veut dire qu'on a le droit de faire 8 étages pendant ce temps-là. Donc on va faire 8 étages, on fait la même chose, on prépare le 1, et ensuite on met 8 registres. Donc c'est très bien. Alors ça va vite, et puis ça va étonnamment vite. C'est un nombre très étonnant. C'est la complexité, c'est la super exponentielle, 2 puissance 2 puissance 2 puissance n fois. Ce qui est très rare en informatique. Alors ça se voit facilement. La première tranche fait 1, la deuxième fait 2, la troisième fait 2 puissance 1, la troisième fait 2 puissance 1 plus 2, ça fait 8, et la quatrième tranche fait déjà 2 puissance 1 plus 2 plus 8, c'est-à-dire 2 puissance 11, 2048. Très bien, donc ça veut dire qu'on a déjà 2059 bits sur 3 tranches, ce qui est un peu beaucoup pour compter l'univers. Et si vous regardez bien, la tranche d'après, elle fait 2 puissance 2059. Et 2 puissance 2059, c'est un nombre franchement irréaliste dans la nature. Donc c'est extrêmement rapide puisqu'il n'y a plus de chemin critique long. Il faut simplement envoyer les clock gators aux horloges. Alors, ce n'est pas totalement gratuit. En théorie, c'est logstar, cette histoire. Logstar, c'est l'inverse de 2 puissance 2 puissance 2 puissance n fois. Et logstar, c'est assez rare comme nombre, mais en pratique, ce n'est pas vrai parce qu'il faut quand même amener les fils sur les registres. Et amener les fils sur n registres, ça se fait. Alors, c'est compliqué en hardware, amener des fils sur les registres, mais enfin, disons que ça se fait en log n, et ça dépend comment on organise les choses, ça dépend comment on groupe les registres. Mais bon, c'est très efficace. C'est jamais ça qui va limiter le circuit. Alors, Weak Suspend, c'est une instruction qui va justement faire ça. Et elle n'est pas née de notre groupe, elle est née de Klaus Steiner en Allemagne, à l'université de Kaiserslautern, qui a fait un langage qui s'appelle Quartz, qui est une extension d'STRL où il y a aussi de la synchrone.
Et Klaus avait regardé ma sémantique et a dit, mais c'est marrant, par symétrie, il manque une règle. Il manque une règle, il y a une règle qui devrait être là parce qu'elle a toutes les raisons d'être là. Et à quoi correspondrait cette règle? À weak suspend. Moi, quand il m'a raconté ça, j'ai dit oui, mais weak suspend, ce n'est pas une instruction qui sert à quelque chose. C'était l'époque où on faisait du logiciel. On n'a pas réalisé que le logiciel matériel, ce n'était pas la même chose. Donc, suspend, je vous rappelle ce que ça fait, ça suspend P quand il y a S. S ne bosse pas. Bon, très bien. Ce n'est pas le cas de weak suspend. Hein. Weak suspend, la logique bosse. Hein. Là, ça suspend, mais c'est l'analogue, on se disait, c'est vraiment l'analogue de CTRL Z sur Unix, c'est-à-dire que le processus est gelé jusqu'à ce qu'on le remette en marche, par FG ou BG ou n'importe quoi. Ça, c'était très naturel pour nous. Et on en avait beaucoup d'exemplaires. Le circuit de suspend qu'on a vu la dernière fois, il le faisait avec les deux fils susp et res. J'avais dit que dans les circuits que je montrais, res, c'est continue ton exécution, et susp, c'est ne bouge pas. Plus exactement, reste dans ton état. Et donc, on avait dit la dernière fois que susp et res ne pouvaient jamais être à 1 tous les deux. Puis, quelque part, deux fils qui ne sont jamais à 1 tous les deux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est que peut-être c'est intéressant de les mettre à 1 tous les deux. Et effectivement, c'est là qu'on s'est aperçu que si on les mettait à 1 tous les deux, on faisait exactement ce qu'on faisait dans le circuit, c'est-à-dire laisser la logique agir et simplement mettre les deux fils susp et res à 1. Et là, on voyait qu'on utilisait les 4 états de susp et res au lieu de 3. C'est-à-dire 0, 0, c'est tu fais rien de toute façon. Res et pas susp, ça veut dire tu agis et tu fais ta transition d'état. Susp et pas res, ça veut dire tu agis pas et tu bouges pas. Et susp et res, ça veut dire tu agis mais tu ne changes pas d'état. Ce qui est exactement ce que fait le clock gating. Donc on a mis ça dans le langage, ça a été tout à fait simple, vous allez voir comment. Et donc ça laisse maintenant le choix à l'utilisateur d'avoir deux types de suspension. De toute façon, l'état ne va pas changer. On va voir que ce n'est pas tout à fait si simple. Mais à la base, l'état ne change pas. Et soit on ne fait rien, soit on laisse bosser le circuit. Donc ça a été très bien. Et merci à Klaus d'avoir inventé ça. À cause de la sémantique. Et voilà la sémantique. La sémantique, elle est pas compliquée quand on est habitué à ces équations. Mais d'abord, le go, c'est-à-dire quand on lance le programme, le weak suspend est retardé, comme toutes les instructions de ce type. Donc, le programme travaille. Si le signal n'est pas là, le programme travaille normalement, ce n'est pas un problème. Si le signal est là, je vais distinguer deux cas, et on va voir on a eu des discussions là-dessus. Le cas très simple où le programme calcule, mais n'est pas encore terminé. Bon, alors ce qu'on fait, c'est que c'est ça qu'a inventé, c'est cette équation-là qu'a inventé Schneider fondamentalement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on n'a pas terminé, ça c'est normal, mais au lieu de faire la transition d'état, on reste dans le même état. Donc Schneider, ce qu'il a dit, c'est pourquoi on met toujours un prime là, si on enlève le prime, c'est intéressant aussi. Comme quoi, c'est bien de regarder les équations sémantiques dans le blanc des yeux. Et puis, il y a un autre cas où là, on a peut-être plus de choix, c'est le cas où P soit termine, soit sort d'une trappe. Là, on a beaucoup hésité, on va le voir, puis je pense que la bonne méthode, c'est celle-là, c'est simplement de dire on fait comme P, et P se suicide, soit parce qu'il finit, soit il fait une trappe, et c'est totalement normal puisqu'il avait le droit d'agir. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Mais voilà, ça dit que là, on redevient P. Redevenir P dans cette sémantique par état, ça veut dire on est mort. Le chapeau s'en va. OK ? Voilà. Donc, les règles sont très simples, et puis ça fait exactement ce qu'on a dit dans le hardware, et c'est-à-dire on voit que ça travaille parce que P fabrique des sorties, ce qu'il ne faisait pas avec suspend. Alors, comment est-ce qu'on câble ça ? C'est pas compliqué. Voilà le circuit logique de suspend. Vous avez les quatre fils de contrôle de tout circuit STRL. Go qui est le démarrage, res qui est la reprise, susp qui est la suspension, et kill qui est tu agis mais tu meurs juste à la fin. Et puis vous avez ici les sorties. Donc suspend, je vous rappelle, le go traverse parce que ça n'agit pas au premier instant. Quand on redémarre un suspend actif, ça c'est le chapeau, c'est ce fil-là, c'est celui qui dit je suis en train de travailler. On redémarre. Si S n'est pas là, on transmet à res. Si S est là, on transmet à susp. Et on dit, eh bien, pour l'instant, je pause. C'est-à-dire, on recommence au prochain coup. Donc ça, c'est un circuit très simple qu'on a bien étudié il y a 2 cours. Et weak suspend, il n'est pas très différent, mais un petit peu quand même. Donc là, on a exactement le même test quand on reçoit res. Donc c'est quand on reçoit res, c'est dit qu'il faut bosser. Si on ne reçoit pas res, on ne bosse pas de toute façon.
enfin si, non, res va provoquer, là il y a un fil maintenant, donc ça va être transmis à P. Donc la logique de P va travailler, comme dans weak suspend. Par contre, si on n'a pas susp, ça va faire exactement la même chose qu'avant. Il ne va rien se passer avec tout ça. Mais si on a susp, si S est présent, on va faire la suspension. Donc on aura en même temps res et susp ici. Hein. Ça c'est normal. Et si on n'a pas susp, si on n'a pas susp n'est pas transmis, il n'y a que res qui est transmis, c'est bien. Et il y a un seul truc à rajouter, c'est si P termine, qui est K0, ou bien lance une trappe, fait une sortie de trappe qui est K2, etc., Kn, eh bien, il faut tuer P. Alors, ça tombe bien, on a un fil pour tuer P qui s'appelle kill. Quand on met kill à 1, ça tue P. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de faire un grand OU de K0, K2, etc., on dit, mais il y a un invariant dans la sémantique d'Esterel, c'est que P, de toute façon, est obligé de sortir un code de retour, et il sortira soit K0, K1, K2. Donc, il suffit de mettre non K1. Donc, si on a res et non K1, eh bien, on va tuer P. Donc ça, c'est la chose qui va dire qu'on accepte que P termine, que P fasse une trappe, et on va le tuer. C'est la chose qui accepte ça. Bon, très bien. Alors, j'ai montré la dernière fois le câblage de pause, l'avant-dernière fois et la dernière fois la réincarnation. Voilà le câblage de pause avec réincarnation, on n'y peut rien, c'est forcément comme ça. Donc vous avez les incarnations. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, c'est juste les incarnations de Vishnu. Hein. Ici, vous avez Matsya, la première incarnation de Vishnu. Et donc on dit qu'elle va mettre le registre à 1 d'un pause, elle va le mettre si Jego et pas Kill, puisque Kill tue. La deuxième incarnation, de façon indépendante, va faire exactement la même chose ici. La troisième aussi, mais simplement, on rajoute que si on a suspend, donc res, c'est là, ça veut dire que on travaille, ça veut dire que le registre envoie, un pause actif envoie sa sortie, excite sa sortie. Et là, on dit simplement qu'on va rajouter quelque chose, c'est que si on a suspend et pas kill, eh bien, on va aussi régénérer le registre. Donc ça, c'est très intéressant, et je crois que je ne me suis jamais autant éclaté qu'à fabriquer ces petits circuits, parce que le hardware, c'est quand même absolument merveilleux à travailler, je trouve. Et voilà. Et donc ça marche très bien pour suspend et weak suspend. Et en mettant tout ça, on a le meilleur des deux mondes, on a le weak suspend, on a le suspend. Très bien. Alors c'est bien, le weak suspend, ça peut servir à optimiser, à économiser de l'énergie, mais en fait, ça sert à beaucoup d'autres choses. Et ça nous a servi à faire quelque chose de très important. D'abord, le weak suspend, en général, le clock gating, ce n'est pas du tout formalisé dans le monde hardware. Il y a des choses qui ne sont pas très formalisées dans le monde hardware, mais les définitions sémantiques, c'est fait avec des mots, hein, beaucoup. Et dans VHDL et Verilog, c'est pire. Elles sont quasiment pas faites. Et donc, ça marche très bien. Et alors, on peut aussi le faire en clock gating. Donc, c'est très simple. Vous voyez, ici, c'est cette porte qui change là. On avait une porte de régénération du registre. Et en fait, ici, au lieu de régénérer le registre, on lui coupe son horloge qui revient au même. Et donc, ça nous a permis de donner un sens sémantique parfait au clock gating, et en particulier de faire à l'implémentation soit ce choix-là pour du hardware, soit l'autre choix pour de la simulation ou de l'analyse d'optimisation et de la vérification formelle. Alors, ce qui a été hésitant pour nous, c'était parce que ça faisait un peu peur. Les gens disent oui, mais on suspend, mais on termine, on suspend, on fait un trap. Donc il y a eu des choix bizarres faits, un peu de désaccord là-dessus. Au début, on disait, dans SRL V760, la dernière version industrielle, on disait qu'on ignorait la terminaison de P, mais qu'on acceptait les trappes. On a fait un draft I3E qui était pratiquement fini, et malheureusement, les industriels avec qui on travaillait sont morts. Et tous en même temps, c'est 2008, la chute de Lehman Brothers, qui a tué une grande partie de l'industrie. Là, on voit qu'on ignore la terminaison et les sorties de trappe. Dans ce draft, je ne comprends pas très bien pourquoi. Moi, je dis simplement, sémantiquement, il n'y a aucun problème à faire ça, mais ça ne fait pas du tout de mal de mettre un warning pour prévenir aux gens, attendez, est-ce que c'est bien ça que vous voulez faire, hein? On ne met pas beaucoup de warnings en STRL, on ne noie pas l'utilisateur sur les warnings, donc c'était assez raisonnable de faire ça. Bon.
Mais le plus important, c'est que ça nous a permis de faire une approche vraiment formelle d'un problème qui devient strictement essentiel dans l'ensemble des circuits, qui est le multi-horloge, et qui en général est d'une formalisation un peu difficile. Et là, on s'est aperçu que ça devenait gratuit, et que passer à plusieurs horloges, alors ce n'est pas les horloges de lustre, hein, c'est des horloges indépendantes qui sont extérieures. Ce n'est pas la même chose que les horloges de lustre. Et le mot horloge est très largement surchargé, un peu beaucoup, je trouve. Et donc ici, on a ce qu'on fait, c'est un design multi-horloge, et il a plusieurs horloges, et il va appeler des vrais modules STRL comme M1 et M2, en disant, pas M1 et M2, M1 c'est un module normal, mais M2 non, celui-là, ça va être, M2 c'est un module normal par exemple, mais M1 c'est encore un module multi-horloge qui va lui appeler deux modules normaux STRL, mais avec des horloges différentes. Et ça, c'est tout à fait possible de faire ça. Et pendant longtemps, on n'osait pas trop faire ça parce que là, on disait la sémantique, c'est quand même un petit peu compliqué de ces trucs-là. Et puis, en fait, en pratique, c'est assez compliqué aussi parce que communiquer entre deux zones d'horloge, j'ai fait un cours là-dessus en 2015, c'est tout à fait subtil. Et j'ai vu beaucoup de protocoles faux dans des designs industriels. Maintenant, c'est très bien réglé grâce à Ran Guinozar, qui a fait un travail formidable sur le sujet. Alors, on peut jouer avec les horloges aussi. Par exemple, dans un module multiclock, on ne peut pas faire de calcul, mais on peut calculer, on peut faire des coupures d'horloge. Par exemple, ici, je dis, j'ai deux horloges C1, C2, j'en sors une troisième, et puis j'ai un signal C4 qui est une horloge, et là, je dis, C4, c'est une extraction de C1, donc c'est un gating sur C1 CGI, et C3, c'est un multiplexage de deux horloges, pas forcément très réaliste en circuit, ça, avec ces deux C4, donc des jeux d'horloges qu'on peut jouer, etc. Et bon, et puis après, on passe ces horloges à des modules comme on veut. Et il y a donc sur la sémantique, comment on fait ça? C'est absolument hyper simple. Pour la sémantique, on dit simplement que faire tourner un module sur une horloge, c'est juste lui faire un weak suspend tant qu'il n'y a pas l'horloge. Voilà. Et donc ça marche très bien. Un petit caveat, c'est que weak suspend when immediate, alors soit on l'axiomatise directement, ce qui est faisable, soit on essaye de le programmer en STRL. Et là, c'est très légèrement surprenant, c'est un peu un monstre, très désagréable, je ne vais pas vous le détailler. C'est très compliqué, donc c'est en fait bien plus facile à axiomatiser. Donc des fois, de dire qu'on a un noyau de langage et que c'est bien d'avoir que le noyau de langage, bon, ça a ses limites. Le weak suspend when immediate est très très casse-pied. Bon, enfin bref, ce n'est pas très important. L'important, c'est que le multi-horloge se résout extrêmement facilement en introduisant en fait une horloge fictive qui est l'union de toutes les horloges, ou même encore plus rapide, une horloge à la Newton, si on veut, et puis en traduisant les modules multi-horloges en weak suspend. Et là, ça veut dire qu'on fait retour chariot dans le compilateur normal, et on a une simulation complète de tout ce qui se passe en multi-horloge. Et effectivement, voilà par exemple un des protocoles subtils qui permet de passer d'une horloge à une autre de façon garantie sûre. Alors ça, il faut 13 cycles pour faire ça, pour passer un bit, enfin un mot. C'est un protocole que j'ai déjà détaillé en 2015. Et on voit ici les deux horloges en vert. Et il faut se rappeler qu'une horloge, ça n'a rien de régulier. Surtout à un moment où on les coupe. Mais les horloges des téléphones, on passe son temps à les ralentir, à les accélérer. L'idée, c'est que la dépense d'énergie étant le carré du voltage et la vitesse d'horloge étant liée au voltage, on baisse le voltage autant que faire se peut. On ne peut pas le baisser jusqu'à l'infini, mais on joue à deux jeux dangereux avec le voltage à l'heure actuelle. Bon, donc ça termine un peu la description complète d'STRL. Le langage, bon, il y a des tas de trucs en plus sur la modularité, où je pense qu'on a fait beaucoup moins bien que ML, mais on a fait notre possible quand même. Mais maintenant, on va passer à l'implémentation. Donc, je voudrais aujourd'hui parler d'implémentation. La prochaine fois, je parlerai de vérification formelle. Comment on implémente STRL? Alors, vous allez voir qu'il y a plein de techniques assez différentes les unes des autres et qui ont une vertu, c'est qu'elles sont toutes égales. Au niveau de la sémantique, il est totalement garanti qu'elles font exactement la même chose. Il n'y a pas deux implémentations qui sont en désaccord sur aucun point, vu qu'il y a les règles. Alors, on va parler d'abord des circuits, parce que les circuits, ça sert à la fois au logiciel et au matériel. Alors, la dernière fois, j'ai montré comment on générait des circuits,
Et la première fois, j'avais parlé d'Abro, qui est le Fibonacci des stérelles. Hein. Je vous rappelle ce que c'est j'ai trois signaux d'entrée ABR, un signal de sortie O. Et le principe d'Abro, c'est d'émettre O dès qu'on a reçu les deux, AB, dans n'importe quel ordre. Et ensuite de faire un reset de ça dans n'importe quel état interne. On fait un reset complet à chaque fois qu'on a R. Okay, le reset est une opération extrêmement courante. Alors en logiciel, le reset en hardware, c'est une opération compliquée, j'en parlerai pas. Mais là, c'est plutôt un reset de protocole, si on veut, de protocole logiciel. Ici, on va simplement ça. Alors la méthode bête, c'est de faire un automate. Et l'automate ici, il dit si j'ai A puis B, ou bien AB en même temps, ou bien B puis A, je mets O dans les trois cas. Et j'avais dit l'automate est une très mauvaise façon de travailler parce qu'il est explosif, il est exponentiel dans la taille du source. Si j'avais ABC, ben, l'automate ferait 8 états. De manière générale, si j'attends n signaux, il fait 2 puissance n états. Ce mécanisme est extrêmement fréquent. On le trouve dans énormément de design. Bon, et donc SRL est linéaire, c'est-à-dire qu'il utilise le parallélisme et la préemption à Bortwen pour linéariser. Et j'appelle ça aussi partager au maximum le code. Et la devise des SRL, je vais vous la dire, c'était Write Things Once, WTO. Bien programmé, c'est ne jamais utiliser couper-coller. Et ça, couper-coller, c'est bien en chirurgie, mais pas en programmation. Donc tout SRL a été conçu pour ça. Il n'est pas parfait, il y a encore des problèmes où on ne sait pas faire. Mais bien programmé, la plupart des bons concepts de programmation, c'est se débrouiller pour qu'on n'ait pas à écrire deux fois la même chose. Sauf si c'est vraiment par hasard. Hein. Ça peut être par hasard parce qu'il y a deux fois la même chose qui arrive, mais à des endroits très différents. Bien, alors si on regarde la génération de circuits totalement systématique qu'on a fait il y a 2 cours, voilà le circuit d'Abro. Alors, comment on voit qu'il est systématique? Il suffit de regarder d'où viennent ces éléments. Par exemple, ici, vous voyez que le abort, je l'ai mis en marron clair, un peu clair sur l'écran, mais ça se voit quand même. C'est ces 3 portes-là. Hein, c'est res et cell. Cell, c'est ce truc-là, c'est l'union des 3 registres. C'est res et cell suivi d'un test sur R. Si ce test est vrai, on fait la boucle qui est implémentée uniquement par ce fil-là. Il n'y a pas de réincarnation il n'y a pas de schizophrénie, pas de réincarnation dans Abro, c'est facile. Là, vous avez en vert, vous avez ça se voit pas très bien sur l'écran, je suis désolé, j'aurais dû le tester juste avant. En vert, j'ai donc le parallèle, qui est ici le synchroniseur du parallèle, la bestiole 2-adique de Gontier dont j'ai parlé il y a 2 cours. Qui est centrale dans SRL. Ensuite, en jaune et en rose, vous avez await A et await B. Ça, c'est vraiment les circuits de wait complètement typiques, avec le retour du registre sur lui-même et le test sur A et B. Et puis là, vous avez un alt qui est dans un coin qui attend R. Donc ce circuit-là, il est bien gentil, mais franchement, mettre autant de portes pour faire ce boulot-là, ce n'est pas une très bonne idée. Autant de registres ou autant de portes, ce n'est pas une très bonne idée. Donc, si je montre ça à un designer réel de circuit, il va me dire, mais enfin, bon, ça ne va pas ton histoire. Alors, cependant, comme j'ai dit, on a toujours battu les humains à ces jeux-là. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une autre techno qu'on va importer, avec laquelle on a beaucoup travaillé, qui a créé en bonne partie la CAO électronique, à Berkeley en particulier, et qui a créé les sociétés comme ça, Cadence, Synopsys, etc. C'est le calcul booléen. Les circuits, c'est rien que du booléen, ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a à optimiser? D'abord, on a optimisé à trop de portes. Alors, trop de portes, ça, toutes les CAO savent le faire depuis les années 50, surtout à ces tailles-là. Aux grandes tailles, on sait le faire depuis les années 90, je dirais. Mais à ces tailles-là, on savait le faire très facilement, pas à la main, mais sur machine, dans les années, les tables de Carnot et tout ça, c'était vraiment fait. Donc ça, ce n'est pas le problème en soi. Mais il y a trop de registres. Il y a trop de registres, souvent, vous allez voir les exemples, quand on prend un programme SRS, on a trop de registres. Or, le registre, c'est cher, hein, c'est cher en place, c'est cher en fil, parce que faire arriver une horloge à un registre, c'est des réseaux en H compliqués. Faire arriver un reset, ça prend plein de place, donc on essaie de ne pas le faire, etc. Et c'est cher en énergie, comme je disais tout à l'heure. Et puis surtout, les CAO ne savent pas les réduire. Il n'y a pas de réduction systématique du nombre de registres dans les CAO. Vous allez voir pourquoi, c'est une aventure scientifique.
et qu'ils n'ont jamais faites parce que les humains passent un temps fou à les réduire eux-mêmes à la main au prix d'un travail complètement casse-pied qui pourtant s'automatise très bien. Ça dépend des designs. Mais dans les designs où il y a beaucoup de contrôle, les designs, les chemins de données, si, les chemins de données, les humains savent faire. Dans les chemins de contrôle sophistiqués, par exemple, on avait fait un DMA, un contrôleur mémoire pour une TVHD sur téléphone. C'est énorme, c'est un design extrêmement gros, beaucoup plus gros que ce qui met le MP4 sur l'écran. Hein. Et là, c'est très dur à faire. Donc, c'est ça qu'il faut optimiser. Donc, ce qu'on appelle l'optimisation séquentielle, c'est optimiser les registres, mais pas trop. Parce qu'il y a un danger absolument classique, c'est d'optimiser beaucoup les registres, et ça, c'est une très mauvaise idée. J'en ai parlé. Par exemple, il faut garder l'équilibre registre logique. Par exemple, j'avais mentionné ça, mais on utilisait chez Intel, on avait travaillé sur un des premiers designs qu'on avait fait chez Intel, c'était le Serial ATA. Donc, c'était Mike Kishinevsky, mon co-auteur pour STRL-V7, au Strategic CAD Lab d'Intel, et c'est le contrôleur disque. Alors, le contrôleur disque, c'est compliqué parce que c'est des contrôleurs qu'on appelle hot swappable, c'est-à-dire que vous pouvez enlever le disque en marche et le remettre sans éteindre la machine, et ça complique tout. Si vous regardez l'USB, c'est un véritable cauchemar, l'USB. USB 3, ça a mis des années de retard parce que c'est très compliqué, c'est la vie. Voilà. Et les gens utilisaient des logiciels qu'ils ont payé fort cher et qui essayaient d'optimiser en disant j'ai n états, je vais mettre log n registres. Hein? Bon, alors ça veut dire que je vais numéroter mes états et puis je vais utiliser le code du numéro, code binaire du numéro comme ça. Alors ça c'est très bien, mais ça ne marche absolument pas. Pourquoi? D'abord parce que suivant la façon dont on numérote, on peut avoir une différence exponentielle en taille de logique. Vous avez qu'à prendre une file d'attente, c'est-à-dire une file de registres, comme ça. Si vous voulez numéroter 0, 1, 2, 3, etc., jusqu'à n, ça ne fait aucune logique. Si vous prenez une numérotation aléatoire, ça fait une logique exponentielle. Parce qu'il faut juste décoder une fonction aléatoire. Et puis ça, c'est exponentiel, désolé. Donc, c'est un problème très important. On a fait tourner sur ce truc qui faisait 11 états, c'était ridicule. On a fait tourner des logiciels professionnels fort chers, dont certains ne répondaient pas en 3 jours et d'autres nous donnaient un circuit en 48 heures qui était moins bon que ce qu'on faisait avec les techniques qui sont là. Et il y a une raison à ça, c'est que pour bien optimiser, il faut avoir un code source. Et ça a été la chose la plus plaisante qu'on partage avec d'autres langages comme Camel et des choses comme ça. C'est que plus le source est bien écrit, meilleure va être l'implémentation. Alors ça, ce n'est pas garanti, et ce n'est pas garanti dans tous les domaines, mais on va voir pourquoi. Alors, l'outil clé, c'est les Binary Decision Diagrams pour faire ça. J'avais parlé en booléen du fait qu'il y a plusieurs outils. Il y a les BDD, ça, et puis il y a les solver SAT. Alors, les solver SAT ne sont pas assez compétents pour ça, ça ne fait pas la même chose, parce qu'il faut coder des fonctions. Et les solver SAT, ça code des solutions, mais ça ne code pas des fonctions. Donc, voilà une fonction ici qui est x0 est égal à x1 et x2 égale à x3. Alors, on part d'un arbre de décision. On prend les variables dans l'ordre. Là, c'est les noms des variables, 0, 1, 2, 3. Et puis, on va fabriquer un arbre en disant, si les 4 sont vrais, ça fait ça. Si les 3 premières sont vraies, la deuxième, etc. Ça s'appelle l'arbre de Shannon. Et cet arbre de Shannon est exponentiel dans le nombre de variables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un BDD? Ça, j'en ai parlé plusieurs fois ici. C'est simplement un partage optimal. C'est un graphe sans cycle qui partage de façon optimale tous les sous-arbres, tous les sous-graphes. Alors, il se trouve que ça se calcule rapidement et que sur les BDD, d'abord, c'est une forme normale. C'est une forme normale pour un ordre de variables. C'est-à-dire, si j'ai pris des variables dans cet ordre-là, eh bien, vous voyez, les flèches comme ça, c'est qu'est-ce qui se passe si ça vaut 0. Les flèches comme ça, c'est qu'est-ce qui se passe si ça vaut 1. OK ? Donc, on voit ici que déjà, si 1 et 0 sont différents, paf, le résultat, c'est 0. Si 2 et 3 sont différents, vous voyez, ça fait tac-tac, ou bien tac-tac, le résultat, c'est 0, etc. Donc, on voit qu'au lieu d'être 2 puissance n, ce BDD-là est fin. Alors, on ne connaît pas de théorie sur la taille des BDD. On a des heuristiques. La taille des BDD dépend très étroitement de l'ordre des variables. Elle en dépend exponentiellement. Il y a eu énormément de travail fait dans les années 90 et maintenant sur ce sujet. Il y a un gros pavé de Knuth, un peu plus petit que celui sur SAT de Knuth, qui est consacré au BDD et au ZBD, qui est une variante des BDD que Knuth appelle
la plus belle structure de données jamais inventée en informatique. Parce qu'il sert à coder les ensembles. C'est juste les mêmes diagrammes, mais qui s'interprètent autrement. Et c'est une structure de données extraordinaire qui va être aussi utilisée dans les implémentations, mais j'en parle pas. Donc, ce qu'on sait, c'est que sur ces BDD, on peut faire des opérations rapides. Par exemple, le et, le ou, c'est le nom. Alors, pas sur ceux-là, mais sur une petite variante, le nom, c'est 1. Le coût d'un nom sur un BD, c'est 1. On met un petit tag en haut, en fait. Le coût du et du nom, c'est N2. C'est pi, c'est carré dans le nombre de variables, donc ce n'est pas exponentiel, c'est rapide. Puis il y a des tas d'autres opérations très dures, et il faut implémenter ça avec un très grand soin, et on a eu la chance de travailler directement avec les gens qui étaient à la naissance de toutes ces théories, qui sont arrivés dans plusieurs endroits, Bull, avec, dans le labo de François Anceau, qui est ici, avec Olivier Couder et Jean-Christophe Madre, qui ont été critiques pour nous, Berkeley, Carnegie Mellon, Boulder, où il y a le meilleur package de BDD actuel, qui s'appelle CUDD, Colorado University Decision Diagrams. Voilà. Alors, on ne va pas faire marcher les BDD, là, on ne va pas les faire, mais je voudrais rappeler leurs propriétés. L'égalité de deux fonctions, ben, c'est juste... tout ça, c'est des pointeurs dans une grande mémoire, c'est l'égalité des pointeurs. OK. Ne faut pas oublier que ça, c'est un BDD, mais en fait, c'est le BDD d'une fonction, mais en fait, en même temps, on a des milliers et des milliers de fonctions qui partagent toutes les sous-graphes. C'est un partage optimal à l'échelle non pas d'un objet, mais de l'ensemble de la mémoire. Hein, donc, une fonction, c'est une case mémoire, c'est ça. Ensuite, la satisfiabilité, c'est complètement trivial. C'est est-ce qu'il existe un chemin vers 1 ? Alors que la satisfiabilité soit triviale, ça veut nécessairement dire que le calcul peut être cher, puisque SAT, c'est NP complet. Ça veut nécessairement dire que, et on voit que les BDD ne sont pas bons pour faire SAT, parce que non seulement vous savez qu'il existe une solution, mais en plus vous avez tous les chemins vers cette solution. Donc on a calculé beaucoup trop par rapport à SAT, qui dit existe-t-il une solution ? Les BDD disent oui, et voilà toutes les solutions. Donc c'est clair que ça va calculer plus cher que SAT. Et puis la validité, c'est encore plus trivial, c'est ce que la formule vaut. Bon. Donc là, c'est le nœud 1. Donc c'est difficile à calculer et il faut être extrêmement précautionneux et sportif et très entraîné. Ce n'est pas pour les débutants, les BDD. Heureusement, il y a eu des gens très forts qui ont bossé dessus. Alors, pour SRL, l'opération clé, c'est celle-là. Quand on a une fonction booléenne de m variables dans n variables, qu'on applique seulement à un sous-ensemble. On ne l'applique pas à toutes les m variables possibles, toutes les valeurs, mais on l'applique seulement à un sous-ensemble. Eh bien, on va essayer de calculer une autre fonction qui est égale partout sur ce sous-ensemble, mais ailleurs, on la met comme on veut, comme on ne l'appliquera jamais, mais qui est plus simple, qui coûte moins cher. D'accord ? C'est tout simple. Donc, on peut choisir arbitrairement les valeurs qu'elle prend hors de sous-ensemble, juste pour qu'elle coûte moins cher. Alors, un exemple ultra simple, c'est OU. Quand vous avez OU, x, y, si vous savez que vous n'avez jamais en même temps x et y, vous pouvez remplacer OU par XOR, par OU exclusif, puisque la seule différence entre OU exclusif, c'est quand les deux valent 1. OK. Alors, c'est intéressant parce que OU exclusif, c'est beaucoup plus efficace en matériel que OU. Ça prend moins de transistors, etc. Puis, ça a d'autres embêtements. Mais, c'est un tout petit exemple. On va le faire à très grande échelle, ça. Très grande échelle. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on trouve cette nouvelle fonction FD ? Eh bien, là, il y a eu des découvertes très fondamentales, en particulier de Couder et Madre, qui ont fait une série de papiers dans les années 90 qui a vraiment totalement changé le sujet, et après qui ont été un peu perfectionnés par d'autres, mais pas tant que ça, et qui ont permis d'avoir des ordres de grandeur d'amélioration des algorithmes. Et des BDD, il ne faut jamais les laisser exploser. S'ils explosent une fois, c'est fini, ils ont explosé. Donc il faut toujours leur taper sur la figure pour qu'ils restent petits. Alors, où est-ce qu'on va avoir besoin de cette fonction ? Comment on va pouvoir utiliser ces choses-là ? Eh bien, il y a plusieurs endroits. Premier endroit, j'avais montré à la fin de la construction de circuit que notre circuit il a une colonne vertébrale, et j'avais dit qu'il y a quelque chose de très important dans cette colonne vertébrale, c'est ces signes-là qui veulent dire incompatible. Ça veut dire quoi ici ?
ça veut dire que quand on a un point-virgule, on est soit d'un côté, soit de l'autre, soit nulle part. Bon, si on est arrêté sur un de ces poses, on ne peut pas être là. Donc ça veut dire 1 ou 2 est incompatible avec 3. Incompatible, c'est jamais les deux valent 1 en même temps. Hein. Ici, c'est un if, ben, c'est la même chose. On est soit dans le then, soit dans le else. Donc ici, on a 4 est incompatible avec 5 ou 6. Et puis là, 5, 6, vous voyez? Donc déjà, simplement, la façon dont le programmeur a écrit son code nous donne des indications extrêmement précieuses qu'on n'a pas du tout avec des tables plates, comme on fait souvent. Des indications extrêmement intéressantes qui vont nous permettre déjà de simplifier notre circuit. Et rien que ça, c'est pas mal. Hein. On va pouvoir aller beaucoup plus loin. On va pouvoir étudier les états atteignables du circuit. Dans quel état est-ce que l'ensemble des registres peuvent se mettre? Il peut y en avoir beaucoup de registres, il peut y en avoir des centaines. Hein. On ne rigole pas là, on n'est pas dans les petits exemples. Donc, il y a une forme normale des circuits qui est bien classique, c'est de sortir la logique combinatoire, donc et ou non, et puis de dire j'ai des entrées avec un prédicat sur les entrées dont j'ai parlé, par exemple que la manette, le bouton ne peut pas envoyer en même temps on et off, donc j'ai deux signaux d'entrée on-off, mais ils ne peuvent jamais apparaître en même temps. Ça va nous servir des tas de prédicats comme ça, ou au contraire que s'il y a une seconde, il y a aussi un centième de seconde, vous allez voir ça tout à l'heure. Donc c'est bien, on a ça. Et puis ensuite, donc, le circuit est donné par deux fonctions booléennes, une fois qu'on fait les calculs, une fonction qui calcule les sorties en fonction de l'état courant des registres et des entrées, et une fonction qui calcule le prochain état des registres. Donc c'est celle-là qui va nous intéresser. Donc l'idée, c'est de calculer l'ensemble des états possibles de ce banc de registres, qui est évidemment fini, puisqu'il y a un nombre fini de registres. Et donc on va le faire par un calcul de point fixe itératif classique. On va partir de vide, c'est-à-dire l'état initial, de rien, de 0. Et ensuite, on va dire, je vais partir de 0 comme ça, puis je vais calculer l'image, l'ensemble. Je vais calculer l'ensemble des valeurs qui peuvent sortir de ça. Et les BDD savent faire ça parce qu'ils savent calculer des ensembles. Je leur donne l'ensemble des entrées possibles, l'ensemble des valeurs actuellement calculées pour les registres, et je veux l'ensemble des nouvelles valeurs. Donc on va faire ça, R1 égale 0, union, et on ajoute au précédent, union, l'image de R0 par V. On va faire ça, on va itérer ça, et attention, à chaque étape, je dis, mais appliquer C, c'est trop cher. Avant d'appliquer C, je vais commencer par la simplifier parce que je savais déjà. Donc, quand j'applique CR, RIV, je commence, avant de l'appliquer, je commence par simplifier la fonction CR par RI et V, les prédicats, qui disent, je ne l'applique de toute façon qu'à ces ensembles-là, donc je commence par la simplifier avant de l'appliquer. Alors ça, c'est très, très, très sportif, il faut faire ça extrêmement bien, c'est bien compris maintenant. Et puis au bout d'un moment, à Rn plus 1, on va trouver que c'est la même chose que Rn. Donc là, on connaît notre ensemble d'états accessibles. Et ça, c'est formidable, parce que déjà, on va pouvoir s'en servir, puisqu'on connaît exactement les états que ça peut atteindre, on connaît aussi les états que ça peut ne pas atteindre. Donc on va utiliser ça pour simplifier nos registres. Alors, ça, c'est le plus gros cadeau, d'avoir l'ensemble des états accessibles. On sait tout sur le programme avec ça. Alors voilà, on va faire plusieurs types d'optimisation. Je vais vous en donner 3. La première, c'est remplacer les registres par de la logique. Alors, on peut s'apercevoir, par exemple, qu'un registre est redondant s'il peut être remplacé à tout moment par une fonction des autres registres. C'est-à-dire si on peut l'enlever et le remplacer par une logique qui sort uniquement des autres registres, sans venir des entrées. Alors, si on pose le problème mathématiquement, c'est un problème bête. Existe-t-il une fonction telle que dans tout état accessible, R0, ça c'est des valeurs, en noir c'est des valeurs, là c'est des noms de registres, et ça c'est des vraies valeurs qui sont atteignables, une valeur atteignable, pour toute valeur atteignable, eh bien R0 est égal à cette fonction des autres valeurs. Poser cette question-là, c'est pas très facile a priori, parce qu'on va dire, il faut trouver, existe-t-il une fonction? Donc si on est bête, on va le dire, on va regarder toutes les fonctions. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait 2 puissance 2 puissance n, c'est pas tout à fait ce qu'on va faire. Avec les BDD, merveille, tout s'arrange, parce qu'il y a une opération extraordinairement simple, c'est de dire, dans cette fonction RSS, celles des états accessibles, je vais regarder ce qui se passe si je mets R0 à 1. Donc je fixe R0 à 1, donc ça va me simplifier ma fonction, qui n'est qu'une fonction des autres registres à ce moment-là. Bon, et je vais regarder ce qui se passe si je mets R0 à 0, et je fais le et des deux.
Donc ça, c'est une opération qui coûte à peu près rien en BDD. Ça, c'est une opération qui coûte rien. Et ça, c'est une opération qui coûte N2 au pire. Donc, c'est pas cher. Et si ça vaut 0, alors j'ai gagné, mon registre est redondant. Donc, le test du fait que mon registre est redondant est quasiment, en pratique, très très proche de gratuit. Donc, c'est bien. Mais où elle est cette fonction? C'est juste celle-là. Alors, pourquoi c'est vrai ça? Parce que ça dit que R0 est redondant si soit... Ça veut dire quoi, ça? Que l'intersection soit 0, ça veut dire que les deux ne peuvent pas valoir 1 en même temps. Eh bien, que ça peut pas être on ne peut pas avoir en même temps R0 à 1 et R0 à 0, ça veut dire que simplement c'est une fonction. Une relation telle qu'il n'existe qu'une seule valeur de sortie au plus, c'est une fonction. Et laquelle est la valeur de sortie? J'ai qu'à prendre, soit au hasard, au choix, je peux prendre cette fonction-là ou la négation de celle-là. Et paf, ça me donne une nouvelle fonction booléenne, et je peux remplacer le registre par ça. Oui, mais ça me donne un BDD. Ben oui, mais un BDD, c'est un circuit. Un BDD, c'est tout simplement un circuit. Un autre BDD, c'est juste un if then else. Donc, si vous regardez un BDD, je reviens sur les BDD, désolé de... Voilà, si vous regardez les BDD ici, vous les regardez d'habitude de bas en haut, vous avez qu'à les regarder de haut en bas et dire que ça, c'est les if then else. Et qu'est-ce que vous allez trouver? Un circuit. Donc, il est trivial de synthétiser un circuit depuis un BDD. Donc, vous regardez typiquement le nombre de variables dont il dépend pour ça, et la taille du circuit que vous générez. Vous pouvez d'ailleurs l'optimiser. Et vous regardez la taille de ce circuit. Et si elle vous plaît, vous gardez. Si elle ne vous plaît pas, vous ne gardez pas. Par exemple, nous, on dit si il y a 3 portes logiques, ça vaut le coup de le garder. Si on a 50, ça ne vaut pas le coup de le garder. C'est des heuristiques, parce qu'on ne sait pas. Peut-être que s'il y en a 50, elles vont se simplifier avec d'autres un peu plus loin. Donc ça, c'est absolument majeur. Ça nous permet de dégager beaucoup de registres en le remplaçant par des logiques simples. Ça veut dire ne vous excitez surtout jamais à essayer d'améliorer votre source. Vous risquez de gêner les optimiseurs. Alors, le deuxième, c'est un truc assez simple aussi, c'est un multiplexage de registres. Regardez, ça c'est plus simple parce que c'est quasiment statique, il n'y a pas d'analyse à faire. Vous avez une séquence ici, puis là, vous avez un parallèle avec 3 registres. Ces 3-là sont indépendants. Là, un autre parallèle avec 3 registres. Ce que vous savez, c'est que vous ne pouvez pas être en même temps du côté rouge et du côté vert. Donc, ce que vous allez faire, et ça, c'est un truc qu'on fait souvent à la main déjà, vous allez prendre 3 registres au lieu de 6. Je vais les appeler bleus, et vous allez multiplexer le premier registre des 3 dans le premier bleu, etc., etc. Bon, très bien, maintenant il faut savoir où on est, c'est-à-dire à un moment, le bleu, il faut savoir l'interpréter soit comme rouge, soit comme vert, et pour ça, vous allez simplement prendre un autre registre que vous allez colorier à l'intérieur rouge-vert, 0, 1, puis vous allez mettre un petit démultiplexeur, c'est-à-dire que si ça c'est rouge, il faut envoyer ça dans les fils rouges, si ça c'est vert, il faut envoyer ça dans les fils verts, donc c'est un peu de logique, trivial. C'est un if then else, c'est une batterie de if then else, et de mux, donc, et voilà. Donc ça, c'est assez cool. Il faut faire attention, ce n'est pas forcément toujours une bonne idée. Ça dépend parce qu'il est possible, par exemple, qu'après, on n'arrive plus à optimiser ces registres-là, alors qu'avant, on aurait pu les optimiser ici. Donc, il ne faut pas appliquer les optimisations dans n'importe quel ordre. Il y a tout un savoir là-dessus qui a été incorporé dans le compilateur. Alors, Abro optimisé, ça change un peu de tête. Vous voyez, c'est juste ce truc-là. Pourquoi j'ai pas... C'est marrant parce que je pensais que j'avais un autre slide, mais il doit être caché. C'est pas grave. Voilà Abro optimisé, j'avais les deux à l'un côté de l'autre. Voilà ici. Donc vous voyez que le circuit est évidemment bien meilleur. C'est un peu ce qu'on peut faire de mieux à la main. Mais là, j'ai sorti de l'optimiseur bêtement. Et vous voyez qu'il n'y a que 2 couches de logique. Où qu'on aille, il n'y a que 2 couches de logique. De là à là, il y a 2 couches. De là à là, il y a 2 couches. De là à là, il y a 2 couches, etc. 2 couches de logique. En gros, on ne peut pas faire mieux que ça. Ou alors c'est que le design ne fait rien. Donc, ça marche. Alors, le temps d'optimisation, il n'est pas mesurable. C'est instantané là-dessus. Des fois, c'est mesurable. C'est même carrément mesurable, des fois. Voilà. Donc, ces algorithmes changent tout, changent complètement la vie, parce qu'ils permettent vraiment de se concentrer sur la programmation sans avoir à s'occuper de si cette programmation est bien faite ou pas. Si vous essayez d'aider le compilateur, en général, ça va se passer moins bien. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, il y a sûrement encore beaucoup de choses à faire. Si je prends l'exemple de la montre qu'on reverra tout à l'heure dans la démo,
regardez ce qui se passe. La montre, je vous rappelle, il y avait une montre, un réveil, un chronomètre, des boutons dans tous les sens, des modes de partout, un écran, ça j'avais montré déjà en 2013. Elle est distribuée avec le compilateur. Et vous avez, regardez la taille. Vous avez 35 registres. OK, vous avez 462 nœuds. Bon, les nœuds, c'est des opérateurs un peu gros. Ça, c'est un peu plus intéressant. Les littéraux 990, ça donne la taille. Parce que souvent, on écrit des choses en polynôme avec plus qui veut dire ou et produit qui veut dire et. Et ça vous donne un peu la taille. Et le nombre de niveaux de logique, 29. 29 niveaux de logique, c'est complètement déraisonnable. Alors, on va lancer nos optimiseurs. Et l'optimiseur va répondre. Alors, on lui donne des paramètres. Qu'est-ce qu'on veut optimiser? Parce qu'il y a toujours des choix dans ces domaines. Alors, par exemple, pour faire des circuits, ce qu'il faut optimiser, c'est le nombre de niveaux de logique. C'est ça qui donne la vitesse d'horloge. Donc ici, on passe de 29 à 3. C'est assez cool. 3 niveaux d'horloge, ça veut dire que vous tournez facile à 4 GHz. Hein. Donc la montre à 4 GHz, ce n'est pas très utile, mais on n'est pas tellement limité si on veut. Et par contre, vous avez pas mal réduit la taille du circuit. Vous l'avez réduit d'un facteur 2,5 à peu près. Donc ça, c'est sympa comme tout. Donc ça va vous faire un très bon circuit. Le circuit va être très dur à battre avec un design manuel. C'est parfait. Donc ça va être ce qu'on fait pour faire un circuit. Et par contre, si vous voulez faire du logiciel, vous allez voir qu'on produit le code à partir des équations du circuit. Et la taille du code, c'est à peu près la taille du circuit. Donc vous allez diviser par presque 2 la taille du code. C'est le même optimiseur, mais avec des paramètres différents de réglage. Vous allez ça, mais par contre, vous aurez 15 niveaux de logique, mais ça, vous vous en foutez complètement, parce que dans l'assembleur, le niveau de logique, c'est juste accéder à des variables calculées avant, et il n'y a aucun coût additionnel là-dedans. De toute façon, tout est dans le cache, donc il n'y a aucun problème. Ça ne coûte rien d'avoir des niveaux de logique en logiciel, ça coûte très cher en matériel, et je trouve ça très très sympa d'avoir la même techno pour les deux. Et en particulier, le logiciel va servir à simuler le matériel. Hein. Donc, on va faire 2 optimisations différentes, une pour l'implémentation circuit, une pour la... Bon, évidemment, la montre, ce n'est pas un bon exemple, mais on a beaucoup d'exemples qu'on a fait industriels comme ça. Alors, il y a un truc encore plus important, c'est que ces optimiseurs sont quand même extrêmement chevelus, et donc ça veut dire qu'ils peuvent se gourer. Ben non, ils ne peuvent pas se gourer, parce que la dernière étape de l'optimisation, c'est de passer à un programme qui s'appelle FSM Verify, dont le boulot est simplement de montrer à coup de BDD qu'avant, après, pareil. Les BDD, c'est vraiment, vraiment précieux. Ça, on peut le faire avec SAT aussi, hein, c'est même plus rapide maintenant. On dit, existe-t-il un endroit où ces deux designs diffèrent? Et la réponse est non, ou la réponse est oui, avec le contre-exemple. Évidemment, ça sert aussi à faire des tests de non-régression sur l'optimiseur, ce qui est vraiment très bien, et sur le package de BDD. Alors, les grosses applications, quand je dis grosses applications, ça veut dire de l'application, mettons, de 20 000 lignes de code. 20 000 lignes d'SRL, on fait un microprocesseur. Hein. Donc là, on ne peut pas se permettre ça parce que c'est très gros. Donc, on va faire une optimisation modulaire. Ce n'était pas dans V5, c'est dans V7. C'est encore à faire en V5. On a fait des tentatives, mais pour des raisons de thésard, pas tout à fait convergents, ça n'a pas marché. Ce n'est pas le principe, c'est juste que c'est difficile à organiser dans la recherche. C'est beaucoup plus facile à faire dans l'industrie, ce genre de choses. Bon, alors maintenant, comment est-ce qu'on traite les circuits cycliques? Parce que j'avais dit, nos circuits, ils n'ont rien de forcément acyclique. Là, j'ai traité que des circuits acycliques. Eh bien, c'est exactement le même techno. Le voilà, avant-après, je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé dans mes slides. Ça reviendra bien sur le web. Vraiment, je les ai regardés tout à l'heure. Bon. Alors, comment est-ce qu'on fait les circuits cycliques? Eh bien, on se rappelle de plusieurs choses. La première, c'est que le fondement d'SRL, c'est que le circuit qu'on fabrique est une machine à faire les preuves. C'est un prouveur électronique qui marche à la vitesse de la lumière. Si vous regardez les fils à 1 et 0 dans le circuit, vous les regardez dans le blanc des yeux, c'est toujours un arbre, que le circuit soit cyclique ou pas, c'est toujours un arbre. Et ça dessine exactement l'arbre de preuve dans la sémantique. On fait faire la preuve par le courant électrique, par le front électrique plus précisément. Donc ça, c'est très bien, c'est Curry-Howard poussé à l'extrême, mais dans un cas pas général. Si on savait faire ça pour le lambda calcul, ce serait une très bonne nouvelle, mais ce n'est pas fait. Voilà.
Donc la propagation D1, je l'avais dit, c'est le calcul de Must. La propagation de 0, c'est le calcul de Canot, c'est-à-dire ce sont les deux calculs fondamentaux de la sémantique. Alors, on est en logique constructive. Donc la logique constructive diffère de la logique classique par le fait que A ou non A n'est pas vrai. A ou non A n'est vrai que si A est vrai ou A est faux. Mais si A n'est pas connu, ce n'est pas vrai. Donc j'avais parlé, l'équation de Hamlet, to be égale to be or not to be, n'a pas de solution en logique constructive. Alors on va coder la logique constructive en logique booléenne, ça c'est pas compliqué. Donc on sait déjà depuis les années 70 que la logique constructive c'est la même chose que la logique de Scott, dont j'ai parlé ici en 2010, 2009 même. Bottom c'est inconnu, 1 c'est vrai, 0 c'est faux, avec une relation d'ordre qui dit bottom est plus petit que 0 et bottom est plus petit que 1, le plus petit étant à prendre au sens à moins d'informations que. Il y a moins d'informations dans un certain que 0, moins d'informations dans un certain que 1, mais entre 0 et 1, il n'y a pas d'informations comparables. Les informations ne sont pas comparables, elles sont différentes. Et puis des fonctions croissantes, c'est-à-dire que si je mets rien et que j'ai un résultat, j'aurai le même résultat en mettant quelque chose. C'est tout bête. Alors, si on regarde comment on code les règles de logique constructive, par exemple pour E, donc ce sont simplement les règles de propagation. Je propage de 0 ou je propage de 1. 1, 0, ça suffit. 2, 1, ça se propage. Bon, très bien. Alors, ça se code en logique de Scott de façon très simple. Donc, ça, c'est 1970. J'ai eu la chance d'être à la première présentation de Scott de sa logique et j'ai bossé juste pendant une vingtaine d'années dessus après. Donc, on dit simplement 0 et n'importe quoi fait 0. On met le n'importe quoi alors que là, on ne le met pas. Donc, on donne un nom à l'absence. C'est ça que ça dit. Bottom et 0 fait 0. Donc là, on n'a pas mis x, là, on le met sous la forme bottom. Les deux font 1. Et de ça, on déduit forcément que bottom and bottom, c'est bottom, parce que là, on fait un 1, là, on fait un 0, avec deux choses plus grandes. Donc, il y aurait contradiction si ce n'était pas bottom. Si ça, ce n'était pas bottom, tout le monde serait constant. Bon. Donc ce codage-là, il est très bien et on sait que c'est équivalent que faire les calculs dans le modèle ordonné comme ça, avec des fonctions croissantes, c'est exactement la même chose que la logique constructive, c'est connu depuis longtemps. Mais on peut très très bien, bon, c'est connu, puis le 9 décembre 2009, j'ai tout raconté dessus. Enfin tout. Donc l'idée maintenant, c'est pour traiter les cycles cycliques, dans lesquels on veut essayer de comprendre comment les valeurs se définissent petit à petit, eh bien, on va mettre deux variables par variable. On va mettre x plus et x moins. Donc, x inconnu, ça va être codé par les deux variables val 0. X constructivement démonté vrai, ça va correspondre à x plus égale 1, x moins égale 0. X est constructivement démontré faux, ça va être x plus égale 0, x moins égale 1. Et l'autre cas n'arrivera jamais. On va faire très attention qu'il n'arrive jamais. Donc, maintenant, on est en booléen. Eh bien, c'est cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est appliquer ça à toutes nos équations. Donc, on va remplacer une équation x égale y nz par x plus égale y plus nz plus. Je sais que c'est 1 si je sais que les deux autres sont 1. Et x moins égale y moins or z moins. Donc, on utilise la dualité booléenne là pour dire que je sais que ça vaut 0 si l'un des deux vaut 0. Et maintenant, on est en calcul booléen classique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des BDD. Les registres, c'est tout bête, ça retarde le plus ou le moins. C'est tout la même chose. Donc, on n'a qu'à faire le point fixe en BDD, comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci avec x plus x moins. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Ah oui, il faut absolument mettre sur toutes les entrées not x plus n x moins. Ça va se propager, mais si vous ne le mettez pas au début, vous êtes mal, et ça fera n'importe quoi. Bon, mais c'est très simple. Alors, on fait exactement la même chose avec toutes les relations d'entrée, en calculant les états accessibles au passage et tout ça. Et à la fin, on va trouver exactement ce que dit la logique constructive de ce circuit. Et alors, comment est-ce qu'on sait que si le circuit est bon? C'est très simple. Donc, chaque variable x, on a calculé deux BDD qui dépendent des entrées du circuit, des entrées primaires du circuit, et les sorties des registres, qui sont des entrées de la logique combinatoire. Et donc, BDD de x pour x plus, BDD plus et BDD moins. OK? On sait que ces deux BDD, ils sont incompatibles, ils n'ont aucun point commun. Leur intersection fait 0. Bon, très bien. Maintenant, on dit le circuit est correct, donc électriquement correct aussi, si et seulement si, pour chaque entrée valide et chaque état accessible, chaque sortie combinatoire est définie. Et on fait l'union pour chaque sortie, on fait l'union de ces deux BDD. Et si ça donne 1, c'est bon. Ça veut dire que le circuit, il a beau être cyclique, il marche parfaitement. Donc ça, c'est absolument précieux. Et
Et en plus, ça nous permet d'obtenir un circuit équivalent acyclique. Comme on a dit tout à l'heure, BDD+, paf, voilà, ça c'est un circuit qui calcule Y. Et c'est un circuit qui n'est pas bête, parce que vous prenez les BDD de toutes les sorties, et bien il y a le partage maximal des portes possibles entre. Donc ce n'est pas un circuit explosif, il est juste de la taille de la forêt de BDD que vous avez calculée. Enfin, ce n'est pas un circuit explosif, ça dépend du problème. On sait très très bien le rendre exponentiel si on a envie. Et c'est un circuit avec beaucoup de partage, mais souvent on faisait ça. Pourquoi on faisait ça? Par exemple, il y a des très beaux exemples. Donc ça, c'est le cadeau de la méthode en plus, c'est qu'on a une version acyclique du circuit, ce qui est très bien en particulier pour la simulation logicielle, parce que quand c'est acyclique, on sait compiler beaucoup mieux en logiciel. Alors attention, hein, c'est très difficile à faire ces calculs, il faut les faire très bien, mais encore une fois, Madre et Couder en particulier, et Toiti et Tom Scheipel ont fait des choses merveilleuses là-dessus. Alors comment est-ce qu'on implémente ça? Eh ben, en pratique, il y a une option du compilateur, strl foo.strl, ça fait la compilation en circuit et ça écrit le circuit en C. strl-o, ça appelle blifop, ça appelle cet optimizer BDD. Ensuite, pourquoi BLIF? Parce que c'est Berkeley Logic Interchange Format, c'est un des premiers standards d'échange de circuits. Comment est-ce qu'on fait une analyse de code cyclique et une génération de code acyclique? On met moins causal, et donc c'est vraiment des options triviales pour l'utilisateur. On met moins causal, et puis ça appelle tous les algorithmes BDD, et ça nous fait un circuit acyclique en plus. On peut implémenter directement le circuit cyclique. Ça marche très bien en électricité, mais aucun système de CAO nous dit à quelle vitesse. Parce que pour connaître la vitesse, il faut faire exactement les mêmes calculs que ceux qu'on vient de faire, en plus en additionnant des temps. On pourrait aider, mais les CAO s'en foutent. Donc souvent, on fait le circuit cyclique parce qu'il est beaucoup plus joli. Des fois, c'est vraiment désagréable de la cycliser à la main. On a des beaux exemples de ça. Et on le laisse le système enlever les cycles. Alors, par exemple, l'instruction length decoder du Pentium, qui est un circuit extrêmement subtil, qui permet de couper les instructions du Pentium en rondelles. C'est toute une aventure, c'est très compliqué, et c'est complètement cyclique. J'en ai déjà parlé ici. Et les IHM d'avion d'Emmanuel Ledino, donc les IHM du Rafale en particulier, eh bien, il y a des gens différents qui fabriquent des modules, et quand on les branche, ça fait des cycles. Et ils nous disent, mais enfin, ça se voit que ces cycles sont bons, on n'est jamais dans l'état où ça gêne, ou alors il y a une entrée qui va séparer les deux, etc. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et le BDD le voit comme le nez au milieu de la figure, pour un peu cher des fois. Voilà. Alors maintenant, on n'avait pas de données dans nos circuits, on avait du pur contrôle. En SRL, on a les données. Vous ne faites pas une montre avec du pur contrôle, vous ne faites pas une interface d'avion. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les données? Ce n'est pas compliqué. C'est pas dur. Voilà un programme qui a des données, quelqu'un qui envoie en permanence X, syntaxe XRLVTR, ça veut dire j'envoie en permanence la valeur de données de X comme étant l'entrée plus 1. Et ensuite, Y, c'est X plus près de X, donc très bien. On fait le circuit, et ce qu'on fait, c'est simplement attacher les calculs à des fils, avec l'idée que quand on prouve, on est en sémantique constructive, quand on prouve que ce fil vaut 1, on fait le calcul. Quand on prouve que ce fil vaut 0, on ne fait pas le calcul. C'est très simple, hein, c'est juste un petit contrôle à chaque fil. Mais il faut rajouter des dépendances de données, parce qu'évidemment, il y a des dépendances. Par exemple, ici, on ne peut pas calculer ça avant de connaître ce x qui vient d'ici. Et de même, pour l'autre, on ne peut pas calculer ce y sans connaître ce x. Alors, ces dépendances de données, on peut soit faire un statut spécial pour elles, s'en occuper, réécrire un gros bout du compilo, soit être beaucoup plus bête et faire profiter de la beauté de la logique constructive et faire un design que j'aime personnellement beaucoup. Oui, il n'y a jamais de dépendance sur le pré, évidemment, puisque le pré, c'est une constante, parce que ça vient de la valeur d'avant. J'ai oublié de dire ça. Bon, alors, comment on va faire? L'idée, c'est on a déjà l'analyse des BDD, on va la faire. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va faire ça, tout simplement. On va fabriquer un circuit qui va coder ces dépendances. Et ce circuit, moi, je l'aime beaucoup, parce que c'est encore une fois Hamlet, hein, to be or not to be. Ce circuit, c'est juste ça. Je prends une porte E et je branche dessus le fil de la source de la dépendance
Une porte OU qui a deux entrées, une est la négation de l'autre. Alors un logicien dira, mais ça ne sert à rien cette porte, parce que x ou non x, ça vaut 1. Ben, pas en logique constructive. X ou non x ne vaut pas 1. X ou non x ne vaut 1 que si vous savez que x vaut 0 ou 1. Mais tant que vous ne savez rien sur x, x ou non x, vous ne pouvez rien calculer. Et l'électricité, c'est pareil. Ça marche électriquement, ça. Et donc, si vous regardez, si y vaut 0, ça veut dire on sait qu'il ne faut pas faire cette instruction. Il est très important de ne pas bloquer ce 0 parce que c'est cadenaute. Donc, ça va continuer à travers le circuit. Ben, ça tombe bien, c'est une porte E, le 0 traverse. Mais si on sait qu'il faut faire y, eh ben, cette porte E va bloquer tant que ça ne vaut pas 1. Et le moment où ça vaudra 1, on est sûr qu'on aura fait x reçoit exp. Donc, cette petite porte bizarre nous assure la correction du traitement de données, quel que soit le parallélisme. Et en SRL, il est déterministe, le traitement de données. Bon, donc il n'y a rien à faire de spécial pour le traitement de données. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On le compile à part. Alors, on ne l'optimise pas beaucoup, hein, parce qu'après, il y a des langages de programmation qui savent faire ça bien mieux que nous, langage classique. Bon, alors maintenant, comment est-ce qu'on fabrique du logiciel avec tout ça? J'ai dit comment fabriquer les circuits, mais comment est-ce qu'on fabrique du logiciel? Ben, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est un simulateur. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va fabriquer le circuit et on va bouger à la main, en logiciel, on va bouger les 0 et les 1 à l'intérieur en suivant ce que font les portes. C'est un interprète, alors que le circuit soit acyclique ou pas, on s'en fout. Ça marche très bien. Ça se fait très facilement avec une file d'attente. C'est un exo pour étudiants. C'est totalement classique en simulation. On fait ça. Puis à chaque fois qu'on a un fil qui vaut 1, s'il a un effet de bord, c'est un calcul de variable, on le fait. Ça marche tout seul. Eh bien, si le calcul à la fin a évalué tous les fils, c'est que le programme est bon, il est constructif. Sinon, c'est que le programme est non constructif. Bah oui, c'est comme ça. On a une garantie absolue de détection de constructivité par l'interprète. Bon, très bien. Alors, dans STRL, vous mettez l'option moins grand I, puis ça vous fait ça. Alors, le temps d'interprétation, c'est linéaire dans la taille du programme. Et la sémantique est exactement la sémantique constructive. Donc, c'est l'implémentation de référence pour nous. Si on est dans le cas cyclique et qu'on a un circuit, d'accord, ce qu'on peut faire, c'est comme il n'y a pas de cycle, eh bien, on peut faire ce qu'on fait en lustre, trier topologiquement le circuit pour mettre les équations dans l'ordre de leur dépendance, imprimer les équations en C et laisser tourner le compilateur C pour faire ça. Alors là, on a eu des surprises malheureuses avec les compilateurs C. Bon, alors ça marche aussi pour les circuits cycliques si on a commencé par les acycliser avec l'option moins causale. Alors, voilà, donc on fait ça, strl, foo.strl, option moins O, option moins causale, comme on veut, et ça marche très bien. Ce qu'on veut, nous, j'ai eu une exigence totale, c'est que l'utilisateur n'ait rien à penser. Je pense que l'utilisateur ne doit rien avoir à penser, il a déjà bien assez de mal avec son problème. Alors, ça ressemble à ça, donc c'est pas très joyeux à lire, mais là, il n'est pas instrumenté, en fait, il y a beaucoup plus de choses que ça quand on fait du debug. Alors pourquoi ça s'appelle E2.0, E2.1, les variables? Au début, on leur avait donné un nom qui correspondait à celui du source, mais on générait des programmes avec 20 000 ou 40 000 variables. Et quand on passait ça dans GCC, GCC répondait jamais. Jamais. Il devait essayer de faire de l'allocation de registre optimale sur 40 000 variables. Et alors, Microsoft CC, Sun CC, Dex CC, tous, ils disaient « Oh, ça, c'est de l'assembleur, on y va ». Donc, ils essayaient surtout de n'être pas malins. Et GCC, pendant très longtemps, et c'est assez récent que ça a changé, GCC mettait un temps infini à compiler ce programme. Donc, une fois qu'on lui mettait un tableau avec E0 et E1, là, il était content. Et donc, il ne mettait aucun temps à compiler ce programme parce qu'il savait que c'était un tableau, donc il ne faisait pas l'allocation de registre dessus. Bon, c'était très bien. Donc, c'est pour ça que ce code est affreux. C'est qu'on a eu des problèmes avec les compilateurs C. Les compilateurs C pensent on l'entend, maintenant c'est moins vrai, on longtemps pensé qu'ils devaient compiler des programmes écrits par des hommes. Non, C c'est un assembleur maintenant, hein, c'est comme ça. Alors on reconnaît bien ici, si vous vous rappelez ce que c'est, les synchroniseurs de Gontier, là, on voit les et non, les machins, ça c'est le synchroniseur de Gontier qui est codé directement comme ça. Alors ça, c'est pas la version optimisée. La version optimisée, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus incompréhensible. Mais ce n'est pas grave parce que ça a été montré correct. Alors, on va faire aussi beaucoup de debug symbolique. Je voulais vous faire une démo, mais je la ferai la fois prochaine. Une démo du debugger symbolique qui est extrêmement précieux. Donc, c'est un débugger complètement multifenêtre,
Vous avez un module par fenêtre. À chaque fois que vous faites une action, vous avez une coloration complète du source qui vous montre tout le chemin qui a été suivi dans chacun des modules. Je montrerai, là, je n'aurai pas le temps, mais je montrerai ça la fois prochaine. Et ça, c'est extraordinairement précieux parce que STRL est parallèle mais déterministe, ce qui fait qu'à tout moment, on peut débugger parce qu'on comprend l'état dans lequel on est. Le problème du parallélisme asynchrone, alors les circuits, c'est comme ça, on comprend toujours l'état dans lequel on est, les circuits synchrones. Les circuits multi-horloges, c'est plus vrai. On n'est jamais dans un état très cohérent. Et les programmes asynchrones, les programmes parallèles asynchrones, c'est la même chose. Il y a beaucoup plus d'états que dans les programmes synchrones. La montre, si vous la faites en asynchrone, aura des millions d'états. Là, elle en a 42. Voilà, donc on rajoute l'option moins simule, et paf, ça instrumente entièrement le code pour avoir l'intégralité du debugging symbolique colorié. Alors ça, on l'a fait sur des très gros programmes. Quand un programme est très gros, qu'il y a beaucoup de modules et qu'on a à ouvrir des tas de fenêtres, le problème ne peut pas être simple. Mais les gens des circuits ont l'habitude d'avoir 3 écrans sur leur bureau, parce que pour faire des circuits, il faut déjà 3 écrans. Donc ça simplifie un peu, mais pas tant que ça. Alors, autre technique de compilation, il y en a 2 autres. La compilation en automate fini. Alors ça, c'est la première historiquement, mais elle existe toujours. Donc l'idée, c'est que si l'automate n'est pas très gros, pourquoi ne pas fabriquer un vrai automate? Par exemple, la montre à 42 états, il n'y a qu'à calculer ces 42 états. Il n'y a qu'à, c'est-à-dire on a un système énumératif. Alors ça, il y a eu énormément de travaux là-dessus, y compris par Mapom et Ravicetti sur la traduction des expressions régulières. On sait faire beaucoup de choses là-dessus. Donc on sait calculer l'ensemble des états par énumération rapide. Il faut faire ça vite. Au début, c'était lent. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enlève le code. Quand je dis, par exemple, dans Abro, si je reçois A, j'émets O, le source a disparu. Donc j'ai dit que dans STRL, notre truc, c'était de faire comme si l'ordinateur était infiniment rapide. Le meilleur moyen, c'est de ne pas produire de code. Donc les automates, c'est intéressant, tout à fait intéressant quand ça marche. Quand vous avez 10 milliards d'états, ce n'est pas la peine d'essayer. C'est aussi utile pour des méthodes de preuve dont je parlerai la prochaine fois, qui sont des preuves explicites, et la réduction par bissimulation, quelque chose d'extrêmement intéressant dont j'ai parlé sur Upal il y a 2 ans. Évidemment, risque d'explosion exponentielle, donc il faut essayer pour voir. Si vous faites un DMA, vous n'arriverez jamais à compter le nombre d'états qu'avec des BDD. Avec les BDD, vous savez très rapidement compter le nombre d'états. Donc ça peut vous dire aussi si c'est intéressant de faire ça ou pas. Alors voilà le code d'Abro. Le code d'Abro, c'est horriblement simple. Alors c'est juste un bytecode. C'est horriblement simple. Vous avez ici les signaux en bleu. A, B, R, O, ils sont en bleu là. Vous avez les tests en... ils ne sont pas numérotés pareil parce qu'il y a des actions, il y a d'autres trucs. 1, 3, 5, c'est les tests de ABR. 6, c'est l'émission de O. Et 2, c'est le prochain état, sera 2. Donc le premier état va dans 2. Dans 2, qu'est-ce que je fais? Je teste R. Et si R est là, c'est un reset, je reviens dans 2. Sinon, je teste B. Si B est là, si B n'est pas là, je vais aller tester A. Si A est là, je vais dans 5. Sinon, après B, je teste A. Si les 2 sont là, j'émets O, etc. Donc, vous voyez. Et là, il n'y a plus de code. Il n'y a plus de code. Alors, ce n'est pas fréquent qu'il n'y ait plus de code. L'exemple est un peu trop simple. Mais on a fait des automates chez Intel, par exemple, des automates de protocole qui marchaient hyper bien comme ça. Ou chez ATT, on a fait des protocoles où on était nettement meilleur que les protocoles qu'ils faisaient eux. Parce qu'il n'y a juste pas de code à exécuter. Donc, alors évidemment, si la taille va, c'est bon. Si la taille ne va pas, c'est pas bon. Un automate gros, ça veut dire que vous allez taper hors du cache à peu près tout le temps. Donc, ce n'est pas terrible non plus. Voilà. Alors, un truc très intéressant dans les automates, c'est ça. C'est awaited 0,2. Ici, je sais que ça me dit que je peux être influencé. Quand je suis dans cet état-là, je peux être influencé par les 3 signaux ABR. Dans cet état-là, je ne peux pas être influencé par B, je peux être influencé que par A et R. Très facile à calculer, très utile en debug symbolique, vous éteignez le bouton A. D'accord? Ça permet de comprendre beaucoup plus facilement sur quel bouton il ne faut pas appuyer à un moment, ce que les autres méthodes ne font pas. On pourrait le faire avec des BDD, je pense, mais on ne l'a jamais fait. Très utile en debug. Et vous savez, ce n'est pas le compilo qui compte, c'est le debugger. Parce que quand on développe en particulier un circuit ou un programme réactif, programmer sans bug, on ne sait pas faire. Ce n'est pas des structures de données classiques, etc. Alors la montre en automate, par exemple, vous la faites en classique, vous trouvez 42 états et une taille de 11 000.
totale, vous la faites en automate, c'est moins grand A, ça vous fabrique les automates, et bien vous trouvez 15 000, donc c'est un peu plus grand, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. OK ? Et alors, il y a un truc assez extraordinaire, c'est un vieux théorème que je chercherais à démontrer depuis longtemps, c'est que quand le programme est joli, l'automate est minimal. C'est un automate déterministe minimal. Et on sait ça pour les expressions rationnelles, on n'a jamais réussi à le montrer, je vais essayer de bosser là-dessus avec Perrin. Ça, c'est la propriété de l'algorithme de Brozovsky sur les automates que j'ai montré il y a longtemps. C'est que si vous écrivez une expression rationnelle qui n'est pas redondante, c'est pas facile à définir ce que ça veut dire, et bien vous avez un automate optimal à la sortie. Et ça, c'est une propriété assez magique parce que la plupart des méthodes ne font pas ça du tout. Alors, et puis après, la dernière méthode de compilation, c'est la compilation logicielle rapide. Je ne vais pas la décrire en détail parce que j'en ai déjà longuement parlé une autre année. Je vais vous donner des références. Et ça, c'est une idée de Stephen Edwards à Columbia qui est très intéressante. Il dit, regardez quand ce qu'on a par exemple un point-virgule sur plein de pauses. Vous avez une ligne à retard, vous avez plein de pauses, vous avez un point-virgule. Vous savez qu'il n'y en a qu'un seul allumé à la fois. Électriquement, ça se passe très bien. Ce pause-là envoie un 1, les autres envoient des 0, mais l'électricité, c'est parallèle. Donc le coût est rien. Enfin, c'est log n, parce qu'il faut quand même faire une porte OU ici pour calculer le fil sel, et encore, c'est pas sûr qu'on en ait besoin, mais mettons, il faut faire une porte OU ici pour calculer le fil sel, qui va aller alimenter d'autres trucs. Donc, le temps est très faible. Bien. Bon, puis avec les BDD, vous pouvez encore améliorer ça. En logiciel, ben, c'est raté. Vous avez n valeurs à transmettre dans un OU, et ben ça coûte n. Donc en logiciel, autant en matériel, c'est très bien de faire ça, autant en logiciel, c'est complètement idiot. Donc l'idée de une des idées de Stephen Edwards, la première, c'est de supprimer cette idiotie en retournant les flèches dans l'autre sens. C'est-à-dire en logiciel, vous dites, ben, au lieu de monter, comme on fait en matériel, où le pose alimente un tas de circuits, eh ben, on va partir du haut, on va descendre. Et ben, quand on descend, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de se rappeler du numéro de la pose allumée et pof, on y va direct. Donc c'est en temps constant. Donc on remplace n en temps constant. Donc c'est très, très bête comme idée. Hein. C'est très bête, mais ça marche vraiment bien. Et puis ensuite, parce que simplement, on n'a pas cette propriété de faire des switches. C'est très compliqué de faire un switch avec des nombres en matériel, et c'est complètement trivial de le faire en logiciel parce que c'est câblé dans le processeur. Il y a déjà énormément de matériel pour faire ça dans le processeur. Donc on fait ça. Et puis par ailleurs, en circuit, il faut toujours laisser travailler toutes les portes. Si elles font rien, il ne faut surtout pas essayer d'améliorer ça. Si elles font rien, mais elles le font en parallèle avec celles qui font quelque chose, sans prendre de temps. Parallèle, le temps, c'est max. Circuit, logique, programme, le temps, c'est plus. Et ben, max et plus, ça ne s'échange pas comme ça. Hein. Donc, quel est le moyen de ne pas faire du code en logiciel? C'est ifs and else. Donc, il va falloir fabriquer un code avec beaucoup de ifs and else, alors que dans le circuit, si on génère du code à partir du circuit, à tous les instants, on va exécuter toutes les équations, ce qui est complètement idiot. Bon, ça marche très bien, mais c'est complètement idiot. Si on veut aller vite, eh bien, on va dire quelles sont les équations qu'il ne faut pas exécuter et les mettre dans des bons ifs and else. Alors, c'est assez compliqué, techniquement. C'est absolument détaillé dans le bouquin qui s'appelle Compiling STRL, que je pense que je l'ai apporté, puis j'ai oublié. C'est pas grave, c'est un bouquin rouge qui vaut très très cher, malheureusement. 136 € en Kindle, c'est très déraisonnable. Ça, c'est Springer. Merci, Springer. Mais bon, c'est détaillé, c'est tout à fait détaillé là-dedans. Et je l'ai détaillé déjà le 21 mai 2013. J'ai expliqué les fondements des algorithmes qui sont là. Alors, on a fait ça évidemment. Et ça a été fait d'abord. Ça a été fait. Bon, j'ai les conclusions, donc. Mais je vais d'abord lire ça. Donc je voudrais remercier des gens. Vuillemin qui nous a évidemment introduit au circuit, Toiti, Madre et Couder qui ont joué un rôle fondamental, d'abord Toiti à Berkeley, puis chez Digital Equipment avec Madre et Couder sur les BDD. Amar Boili qui a implémenté beaucoup de choses de BDD, Xavier Fornari qui a été un des grands architectes du compilateur avec moi, Hélène Senkovich de Berkeley avec qui on a beaucoup travaillé, Oria Thomas qui était thésard chez moi, qui est maintenant chez Synopsys aux États-Unis, Stephen Edwards qui est à Columbia, qui a donc inventé beaucoup d'autres choses sur STRL, qui a fait un compilateur indépendant,
Dumitru Potop-Boutoukaro, qui est maintenant à l'INRIA et qui a repris les idées de Stephen Edwards dans SRL V5. Marc Perrault, qui a encore bien amélioré tout ça dans SRL V7. Et Laurent Arditi, qui est maintenant chez ARM et qui a beaucoup travaillé aussi sur les systèmes de vérification et de synthèse avec qui on a beaucoup parlé chez SRL Technologies. Donc la conclusion, c'est que sur Wiksuspend, qui est un peu détaché du reste, Wiksuspend étant le champ expressif pour les circuits mono et multi-horloges, les algorithmes de compilation sont très variés, les algorithmes d'optimisation aussi, mais la garantie qu'on a absolument tout le temps, c'est le respect de la sémantique. Alors il y a d'autres algorithmes qui sont arrivés récemment à Chicago. Donc je n'aurai pas le temps de les raconter parce que quand j'irai à Chicago l'année prochaine, je serai à la retraite, ce sera ma dernière année. Et donc on va travailler avec eux. C'est intéressant, ils utilisent STRL dans le cadre hospitalier pour suivre les traitements des malades. Il se trouve que les hôpitaux ont toujours beaucoup de mal à suivre les traitements des malades, qui sont des choses très temporelles, avec plein d'étapes et plein de ifs and else sur le trajet, éventuellement des boucles et tout. Et ils ont du mal à les spécifier simplement. Donc, comme ils ne sont pas spécifiés, ils ont beaucoup de mal à les suivre. Et ils utilisent STRL pour faire ça, parce que c'est tout à fait idéal pour ça. Voilà. Ce qui est très important, c'est que la sémantique est toujours présente. C'est elle qui décide. Ce n'est pas l'implémenteur qui décide, c'est la sémantique. L'implémenteur décide tant qu'il obéit à la sémantique. Alors, celle de Chicago est un peu différente. D'ailleurs, il y a encore des mystères dedans. Donc, tous les compilateurs donnent exactement les mêmes résultats. Ça, on y tient. On fait des systèmes de très haute sécurité. Donc, on ne joue pas avec ces choses-là. Les BDD jouent un rôle essentiel. Même maintenant, dans toute l'industrie, les BDD et SAT sont vraiment très importants. Aussi pour les analyses de fiabilité. C'est la même chose. Les analyses de fiabilité, ça se fait avec des BDD. Beaucoup. Etc. Donc voilà, je pense que c'est... La fois prochaine, je vous parlerai de vérification formelle, qui va évidemment utiliser tout ça. Et puis, je vous parlerai un peu de hip-hop et d'une autre primitive qui s'appelle exec, qui relie le monde synchrone et le monde asynchrone, qui a été beaucoup utilisé en robotique et qui est utilisé maintenant pour faire le web. Et puis, je vous ferai une démo de STRL-V5 parce que ça vaut le coup d'être vu quand même. Et dans les exposés, de temps en temps, on peut voir du code marcher. Merci. Y a-t-il 2-3 questions avant que... Alors, l'exposé qui suit, j'ai oublié de le dire, c'est Tim Burke, qui est donc chercheur INRIA. Il est chercheur sur contrat INRIA, sur les positions qui ont été faites assez récemment, et qui a donc travaillé avec pas mal de gens, Lionel Rigg, qui était chez moi ici, Xavier Leroy, qui est là, et d'autres sur la construction d'un compilateur lustre prouvé mathématiquement et prouvé en coq. Et c'est très intéressant parce qu'à l'heure actuelle, la certification des systèmes comme SCADE repose uniquement sur de l'administration. Donc, quand on peut remplacer l'administration par des mathématiques et de la preuve formelle, avant, ça n'avait pas de valeur. De prouver mathématiquement qu'un algorithme était correct n'avait pas de valeur de certification. Ça commence à s'améliorer un peu. Ça s'est fait maintenant. Xavier Leroy a fait un compilateur C prouvé. J'en ai déjà parlé longuement ici, comme certes. Et donc, c'est vrai sur STRL. Et Lionel Rigg, dans le dernier exposé de la fois prochaine, viendra nous parler de ce qu'il a fait et qu'il ne peut pas tout à fait continuer maintenant pour faire un compilateur STRL prouvé. Et Lionel Rigg travaille à l'heure actuelle sur un système temps réel, un OS temps réel prouvé, que Bolignano, un autre, mais Bolignano était devenu... Dominique Bolignano nous avait parlé de l'OS temps réel Minix prouvé qu'il fabrique chez Prove & Run. Il y a également des choses que j'aurais aimé montrer ici, que je montrerai peut-être l'année prochaine, qui sont les protocoles prouvés, en particulier sur HTTPS, sur lequel travaillent Microsoft et l'INRIA, en personne de Kartik Bhargavan, et des preuves de protocoles de sécurité. Ce sont des choses qui deviennent vraiment importantes et en vrai. Donc, je pense que le sujet que j'ai présenté n'est pas prêt de s'arrêter et que peut-être même au Collège de France, qui sait, on verra. Voilà. Si vous avez des questions, on pourra en poser après Tim aussi, ne vous inquiétez pas.